Les instants que nous allons passer ensemble sont organisés par l'association Le Cercle du 17 janvier. Je devrais dire la riche association du Cercle du 17 janvier, riche de la qualité de ses membres, dont certains sont déjà venus nous faire part de leurs travaux ici. Mais aujourd'hui, nous recevons un monsieur, je dirais en chair et en os, parce qu'on est plus habitué à le voir sur nos écrans, Ludovic Richet, qui va nous faire l'amitié de nous parler de l'aspect ésotérique de l'affaire de Rennes-le-Château. Merci beaucoup déjà à l'association du 17 janvier pour organiser cet événement, pour m'avoir sollicité. Et un grand merci surtout à vous d'avoir fait ce déplacement en plein hiver. Bon, le 17 janvier, c'est vrai qu'en général, il y a toujours un petit peu de passage ici. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De Rennes-le-Château, évidemment. Mais, dans une portée ésotérique, je précise avec un point d'interrogation. Puisqu'on va tenter de s'émanciper un peu de certains stéréotypes, de certaines idées reçues, de certains postulats, que l'on a pris l'habitude de vivre avec, de considérer tout un tas de choses, et on va tenter de les remettre un petit peu dans leur contexte. Alors ça fait des décennies que tout un tas de chercheurs recherchent les mystères de Rennes-le-Château. Le trésor, un possible secret généalogique, un possible trésor de nature spirituelle, un secret religieux qui pourrait ébranler le fondement de la religion chrétienne ou tout un tas d'autres choses. Mais au gré des années, cette recherche, elle a évolué, elle s'est transformée. Aujourd'hui, on y a rajouté Marie-Madeleine, on y a rajouté l'ufologie, on y a rajouté l'Atlantide, on y a rajouté tout un tas de sujets. Est-ce que c'est pertinent? On va dans une certaine mesure tenter d'éclairer tout ça. Alors, très rapidement, qui suis-je? À la base, je suis un vidéaste, auteur et conférencier, et je m'intéresse à l'affaire de Rennes depuis très longtemps. Mais, et j'insiste sur ce point, Rennes n'est pas forcément mon sujet central, à la base. Il y a tout un tas d'autres sujets qui me captivent. Les Templiers, les Cathars, les sociétés secrètes, l'occultisme, et surtout les traditions ésotériques et les rites d'initiation. Et donc c'est dans cet ordre d'idées, dans le cadre de mes recherches, que je vais aborder l'affaire de Rennes. Alors, cette conférence va se diviser en 3 parties. J'ai pour habitude, quand je traite de l'affaire de Rennes-le-Château, à chaque fois, de la diviser en 3 morceaux. La première, c'est l'affaire de Béranger-Saunière, l'affaire du trésor, qui se déroule fin 19e, début 20e. La deuxième, c'est l'affaire Pierre Plantard, qui se déroule dans les années 60-70, on va dire grosso modo. Et la troisième, beaucoup plus générique, c'est ce qu'on va appeler le trésor ou le secret du Razès, qui traite de la région. On va d'abord faire une petite introduction avec cette petite phrase qui me fait beaucoup rire. À Rennes-le-Château, tout est symbole. Dans le meilleur ou pour le pire. Ensuite, on va faire une analyse ésotérique de Rennes-le-Château, de l'affaire Saunière, pour voir objectivement ce que l'on peut considérer comme étant de nature ésotérique. Ensuite, en deuxième partie, on va parler de la construction du mythe de Pierre Plantard, comment ça s'articule, comment ça se construit, quelles sont ses possibles sources, et comment peut-on le rattacher réellement à l'affaire Saunière. Et enfin, la dernière partie, est in Arcadia ego, ou à la recherche du tombeau perdu, ou à la recherche du secret, de nature ésotérique, j'insiste sur ce point. Tout d'abord, l'introduction. Tout est symbole à Rennes-le-Château. Capitale mondiale de l'ésotérisme, peut-on dire aujourd'hui. Mais néanmoins, au-delà de cet aspect ésotérique, on peut quand même dissocier 3 angles d'attaque pour Rennes-le-Château. Le premier qui est, on va dire, l'affaire du trésor, au sens pragmatique, des pièces sonnantes et trébuchantes. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on va appeler le secret de nature historique ou généalogique. L'idée qu'il y aurait un secret qui pourrait apporter des éléments sur l'histoire de France, peut-être sur l'histoire du monde, peut-être sur la nature des rois perdus. C'est un secret de nature religieuse ou ésotérique. Tombe de Jésus, tombe de Marie-Madeleine, un secret de nature gnostique, quelque chose qui nous dirait non, ce que nous disent les religions n'est pas forcément... Enfin, les religions. La religion judéo-chrétienne au sens large n'est pas forcément vraie. C'est le troisième angle d'attaque. De ces 3 recherches, qui se fusionnent allègrement, on part sur l'optique qu'il y a des codages et des décryptages dans l'affaire de Rennes. Sauf que, il y a un ou même plusieurs problèmes. Là, je vais simplement parler de mon cas, mais je suis à peu près certain qu'en réalité, c'est le cas de 99% d'entre vous.
La première fois que vous êtes intéressé à Rennes-le-Château, vous avez ouvert la vraie langue celtique et vous dites « je vais lire un livre codé ». Ça, c'est ce qu'on appelle un biais. De base, vous partez du postulat que l'objet que vous allez lire est codé. Vous arrivez dans l'église de Rennes en vous disant « je vais entrer dans un lieu qui est symbolique, qui est codé, et donc que je vais devoir décoder ». Ça aussi, c'est le même biais. L'autre chose, c'est la décontextualisation. La décontextualisation, c'est de vouloir imposer nos modes de pensée actuels sur une époque passée. Exemple, aujourd'hui, le combat des femmes a bien avancé quand même, globalement. Mais si on remonte par exemple à l'époque de Platon, Platon était un misogyne. Ben oui, mais il vivait dans la Grèce antique au IVe siècle avant notre ère. Donc il ne faut pas forcément juger les événements ou tenter de comprendre les événements d'une époque passée avec notre regard moderne. Il faut les contextualiser. L'autre point, c'est la méthode du cherry picking. Je m'explique assez rapidement. Béranger Saunière connaissait Clovis Lassalle. Clovis Lassalle était un rosicrucien. Mais s'il connaissait un rosicrucien, ça nous renvoie à tout un tas de sociétés secrètes du secteur. Et puis dans ces mêmes rosicruciens, on peut citer par exemple, pourquoi pas, Joséphin Péladan. Puis de Joséphin Péladan, on arrive à Stanislas de Guaita. Puis de Stanislas de Guaita, on pense à Papus. Puis donc on pense aux martinistes. Puis donc vu qu'on pense aux martinistes, on va pouvoir continuer indéfiniment. Je vais vous citer une petite anecdote dans mon métier de vidéaste. Vous connaissez peut-être le vidéaste Thibaut Inchep. Thibaut Inchep, il habite à Albi. Moi, il y a encore 2 mois, j'habitais à Albi. Il y a des gens qui pourraient se dire, un jour, mais Ludovic Richet vivait dans la même ville que Thibaut Inchep, etc. Ils vont tenter de comprendre pourquoi, sauf que je ne le connais pas. Je l'ai croisé 1 ou 2 fois et on a discuté. Mais je ne partage pas ses points de vue, il ne partage pas les miens. Et si demain, des gens tentent d'interpréter la vie de Thibaut Inchep en disant « ce monsieur doit s'intéresser à l'ésotérisme, puisqu'après tout, il connaît Ludovic Richet », eh bien, il ferait une erreur méthodologique, tout simplement. Le dernier problème, vous le connaissez tous, c'est les faux documents. Comment s'y retrouver dans cette nébuleuse de vrai et de faux? Vous avez compris, c'est difficile. Alors pour aborder la question ésotérique, on va recommencer à la base, c'est-à-dire avec l'Or de Rennes. Qu'est-ce que c'est l'Or de Rennes, le livre? C'est un roman qui s'inspire de faits réels. Alors au début, on a un petit prêtre qui découvre une cache. Un petit magot, un trésor, des documents secrets. Puis il fait des fouilles, il entreprend une recherche. Puis de là, par une suite d'épreuves, plus ou moins complexes, il va découvrir un fabuleux trésor. Visigoths, Templiers, Cathares, quoi que vous voulez. Puis ensuite de là, le prêtre devient extrêmement riche. De façon extravagante, il fait des constructions, des choses plus ou moins bizarres, peut-on dire. Et ensuite de ça, il a une vie mondaine, il rencontre du beau monde, ce qui n'est pas somme toute très classique pour un prêtre d'un petit village comme Rennes-le-Château à l'époque. Donc, au milieu de tout ça, de tout ce périple, on a des codes, des cryptages, le tout conduisant à une cache, un tombeau, un souterrain, une crypte, un temple, ou quoi que ce soit d'autre. Ce texte traduit avant tout un cheminement initiatique, un périple, peut-on dire. Et c'est sur ça, c'est ça le sujet central de ma conférence. Je ne vais pas aujourd'hui vous parler du trésor matériel. Je ne vais pas vous parler de savoir si c'est un trésor templier, visigoth, s'il y en a un, s'il n'y en a pas ou plusieurs. On va se concentrer sur l'aspect uniquement ésotérique. De l'Or de Rennes, y a-t-il véritablement des éléments de nature ésotérique? Je parle, vous l'aurez compris, de l'affaire Saunière. Ou du moins de tout ce qui se passe entre 1885 et 1917, grosso modo. Alors nous allons partir des sources d'époque uniquement, sans prendre en compte les éléments ultérieurs, ou ceux qui sont suspects, ou douteux. On ne va pas surinterpréter les données. Je ne vais pas chercher à faire du cherry picking, ou à dire c'est pas parce qu'un tel connaît un tel que forcément il partage les mêmes points de vue. Et on va tenter de s'émanciper de nos biais, de nos croyances. Par exemple, je vais vous prendre un exemple un peu clivant, et quitte à faire rager un peu. Parfois, certains chercheurs cherchent l'Arche d'Alliance. Mais est-ce que l'Arche d'Alliance existe sur un plan historique? Moi, je n'en ai pas la preuve. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'existe pas. Je dis que je n'ai pas la preuve de son existence. Donc, de base, on a des difficultés. On cherche parfois des choses dont on ne sait même pas si elles existent vraiment. Et ensuite, on va contextualiser les informations, au possible. Alors, donc, l'analyse ésotérique de Rennes. Tout d'abord, qui est Béranger Saunière? Je ne vais pas vous assommer de dates, vous les connaissez toutes par cœur. Curé de Rennes-le-Château, prêtre royaliste, opportuniste.
rêveur, au goût romanesque, qui aime la bonne chair, qui aime la boisson, qui aime son pays, qui aime les gens. Il est sociable, il a un tempérament fougueux. Mais la vraie question, au milieu de tout ça, c'est: a-t-il un intérêt pour l'ésotérisme? Y a-t-il une portée gnostique dans son tempérament? Dans sa correspondance, rien ne laisse entendre qu'il y ait une démarche ésotérique ou une pensée ésotérique. Rien dans le peu qu'il nous a laissé, textuellement, et dans les témoignages qu'on en a, rien ne suggère que Béranger Saunière était intéressé par le gnosticisme, qu'il s'intéressait à une remise en cause spécifiquement de la religion, ou qu'il avait quelques activités rituelles initiatiques. Rien ne le laisse entendre. Maintenant, parlons de son œuvre, ses constructions, le jardin, l'église, le domaine. Les monuments ont-ils une portée ésotérique dissimulée? Cacherait-il un secret de nature religieuse? Alors, évidemment, quand on arrive dans cette histoire et qu'on se dit, bah oui, il y a un grand trésor, et on arrive en se disant que les éléments sont codés, évidemment qu'on va chercher de l'ésotérisme, puisqu'on vient chercher de l'ésotérisme. Mais si on s'émancipe de tout ça, objectivement, la plupart des théologiens sont d'accord que l'église de Rennes est somme toute bizarroïde. Il y a tout un tas d'éléments curieux, mais est-ce que c'est pour autant une remise en cause des fondements dogmatiques de la religion chrétienne? Pas forcément. Ça dépend comment on les regarde. Si vous vous promenez dans n'importe quelle église de France et que vous cherchez attentivement, vous allez trouver à chaque fois des curiosités, des petites extravagances de prêtres ou des constructeurs, tout simplement. Je faisais encore il y a peu une émission avec un spécialiste de la symbolique des églises, et d'après son analyse, Rennes-le-Château était pas si spécifique que ça. C'est juste qu'elle est toute petite et qu'il y a beaucoup de choses dans un style saint-sulpicien extrêmement chargé. Et, objectivement, du plus mauvais goût si on n'était pas passionné de l'affaire. Et je vous dis ça, en réalité, j'aime beaucoup cette église. Donc, est-ce qu'on a des éléments purement ésotériques dans l'affaire de Rennes au niveau des constructions du domaine? Peut-être, mais ce n'est pas un fait absolu. Dans le domaine, on pourra dire, par exemple, le côté échiquier, la tour visible, la tour invisible, les marches de l'escalier qui font une symétrie, tout un tas de petites curiosités qui peuvent être lues comme des éléments ésotériques, mais qui, objectivement, on ne peut pas avoir la certitude que ce soit une volonté ésotérique de la part de Saunière. J'insiste sur cette nuance. Alors, au niveau du bilan, sur Saunière, au niveau personnel, aucun élément ne permet de penser que Saunière éprouvait un intérêt pour l'ésotérisme. De plus, rien n'indique dans sa personnalité qu'il ait une volonté de transmission et donc de codage. Eh oui, parce que si on trouve quelque chose, s'il a trouvé un trésor, très objectivement, en analysant le profil de Saunière, son comportement, pourquoi est-ce qu'il aurait volontairement voulu transmettre sa découverte? Ce n'est pas extrêmement logique. On invoque souvent l'idée que c'est un grand secret incommunicable de nature religieuse, etc. Et qu'il l'aurait codé pour le dissimuler. C'est un raccourci. C'est possible, mais ce n'est pas un fait. Ensuite, au niveau de la découverte qu'aurait fait Saunière, rien ne permet de rattacher la ou les découvertes de Saunière à un secret de nature religieuse ou ésotérique. Rien n'indique qu'il a volontairement codé des informations. Ceci, si on s'arrête à ces simples questions ou considérations, certains vous diront, passez votre chemin, il n'y a rien à voir, l'affaire de Rennes-le-Château est juste une histoire de trafic de messe, on s'arrête là, bonjour, au revoir. Nous allons parler d'un autre personnage de la même époque, l'abbé Boudet. Vous connaissez tous, je ne vais encore une fois pas vous faire l'injure de vous citer les dates. Lui, qui est-il? Curé un peu plus notable, historien et archéologue amateur à ses heures, linguiste, paléographe. Il possède tout un tas d'appareils étranges qui mesurent les ondes magnétiques dans des lieux. Il fréquente les sociétés savantes, de l'Aude, certaines sociétés littéraires parisiennes. Il fréquente du beau monde. Alors, la question, toujours la même. A-t-il un intérêt pour l'ésotérisme? Ou y a-t-il une portée gnostique dans son œuvre? Là, déjà, un petit peu plus. On va donc parler de la vraie langue celtique quelques instants. Je sais que là aussi, je ne fais pas consensus dans mes postures, puisqu'on part sur le fait que ce livre est codé. Mais qu'est-ce qu'on entend par codé?
Si un jour quelqu'un apporte une clé de décodage parfaite qui nous mène à une cache, un trésor, je serai le premier à le reconnaître. Mais à l'état actuel, rien ne permet de l'affirmer. C'est une hypothèse. Néanmoins, au-delà de ces quelques éléments, est-ce que ce texte est de nature ésotérique, hermétique ou codé? Codé, c'est hypothétique, mais de nature ésotérique ou gnostique, déjà un petit peu plus. C'est quoi le thème du livre? La vraie langue celtique ou le cromlech de Rennes-les-Bains? Les mythes centraux, ou les éléments centraux qu'on retrouve dans ce texte, tout d'abord, c'est l'idée du mythe de Babel. L'idée que, dans les temps anciens, il aurait existé une langue adamique, une langue première à toute l'humanité, que, par volonté divine, diverses péripéties, les humains ont été séparés au sens, ils ont parlé des langues différentes, ils ne pouvaient plus se comprendre. Et donc, qu'est-ce que fait l'abbé Boudet dans son texte, qui a à la base une volonté historique et linguistique? Il tente de nous prouver que la langue adamique existait, ce qui pour un prêtre n'est pas si incohérent que ça de le penser. Le deuxième point, il tente de nous expliquer que les Celtes, les Voltectosages en particulier, auraient été les détenteurs de quelque chose qui était très proche de cette langue adamique. Vu que toutes les langues se sont séparées, sous-entendu, les langues filles de cette langue adamique auraient conservé des liens, des racines, avec cette langue première. Donc il fait des comparaisons linguistiques, certes tout à fait douteuses, pour nous dire en gros, voilà, la langue des Celtes, sensiblement, est proche, la plus proche, de la langue adamique. Et il va plus loin, en nous disant que l'anglais moderne de son époque était elle-même très proche de cette ancienne langue celtique. Il ne dit à aucun moment que l'anglais moderne est la langue celtique. Il dit qu'elle est extrêmement proche. Elle en est la fille, la plus pure, si l'on peut dire. Donc il tente par des comparaisons linguistiques, notamment avec l'anglais, de remonter à cette langue des Celtes et donc de remonter à la langue adamique. Donc en gros, vous avez un prêtre qui tente de prouver l'existence du mythe de Babel. Est-ce que c'est ésotérique? Pas forcément. Disons que c'est de la théologie avec une recherche dans un cadre plus ou moins historique. Il rajoute à cela l'idée de la résurrection. Il a fait beaucoup parler de la langue celtique. Donc en gros, son but serait de réveiller cette ancienne langue celtique, donc adamique aussi. C'est bon. Ensuite, il nous parle du cromlech. Lieu, somme toute, imaginaire. Alors, je ne suis pas dans la tête de l'abbé Boudet, bien sûr, mais la question c'est, est-ce qu'il sait que ce lieu est tout à fait imaginaire? Est-ce qu'il conçoit qu'il est imaginaire et qu'il décide de le matérialiser comme cela? Ou alors, est-ce qu'il pense vraiment qu'il y a des mégalithes, etc. Difficile de trancher entre les deux. Dans tous les cas, il nous présente un cromlech qui, pour le coup, est imaginaire, et qu'il en fait une sorte de temple à ciel ouvert de la tradition celtique, héritière, rappelons-le, de la tradition adamique, toujours avec ce jeu linguistique. Et enfin, il nous parle de ce cromlech pour nous prouver, en gros, que les Celtes, ils n'étaient pas païens. En fait, ils étaient chrétiens qui s'ignoraient. Ils vénéraient une sorte de dieu unique, matérialisé par ce cercle. Et en gros, c'est les méchants romains qui sont venus, qui ont imposé leur paganisme, qui a dénaturé tout ça. Et puis, ils sont devenus très méchants. Et puis, il a fallu attendre très longtemps pour qu'ils soient rechristianisés et qu'ils reviennent à l'idée de cette tradition première. Là, sur cet aspect, je pense qu'on touche l'aspect ésotérique de la vraie langue celtique. Donc, jackpot, on aurait un élément de nature ésotérique, ou du moins une porte d'entrée vers l'ésotérisme, dans l'affaire de Rennes, via l'abbé Boudet. Mais ça pose une sacrée question. Boudet, Saunière sont-ils proches? On l'a longtemps cru. Cela a été largement remis en cause. Dans quelle mesure avait-il des rapports? Dans quelle mesure se fréquentaient-ils? Dans quelle mesure partageaient-ils leurs informations? Et, a fortiori, ces éléments de nature ésotérique. Puisqu'encore une fois, rien dans le comportement de Saunière ne suggère un intérêt pour l'ésotérisme. C'est peut-être très discret. La vraie langue celtique a-t-elle un lien avec l'affaire de Rennes-le-Château? De là se pose la question. Est-ce qu'il s'agit de deux choses totalement distinctes, qui arrivent au même moment, ou alors ce sont deux choses séparées, ou alors inversement, elles traduisent le même problème, mais avec un format différent. Et enfin, les abbés Saunière et Boudet furent-ils en contact avec des cénacles ésotériques, c'est-à-dire les gens intéressés, en gros, par l'ésotérisme? L'ombre des sociétés secrètes. Il existe beaucoup de recherches sur le domaine. Je ne suis pas le premier, loin de là, et je m'appuie largement sur les travaux de mes prédécesseurs. Grosso modo, on peut résumer
l'ombre des sociétés secrètes dans l'affaire de Rennes en 3 grandes pistes. Ce qu'on va appeler la piste maçonnique, la piste rosicrucienne et la piste gnostique. Pour pas dire martiniste dans une certaine mesure. Ce qui est très très intéressant au niveau des dates, c'est que l'affaire Sonnière, l'affaire Boudet, je mets tout ça dans un même panier, commence sensiblement entre 1885 et 1917. Et ça correspond à une époque très très intéressante de l'ésotérisme en Europe. C'est la belle époque de l'ésotérisme. C'est l'âge des occultistes, c'est l'âge de Papus. La période de l'occultisme, le courant philosophique de l'occultisme, ça démarre sensiblement entre 1880 et, pour certains, 1916, la mort de Papus, d'autres vont pousser jusqu'aux années 20-30. Alors, voyons un petit peu si, objectivement, y a-t-il des liens avec des cénacles occultes, avec nos curieux. Si on prend tout d'abord pour Bérenger-Sonnière, encore une fois, on ne le distingue pas de façon immédiate. Il connaît, on le sait par sa correspondance Clovis Lassalle, je le citais tout à l'heure, et là je fais mon cherry picking. Clovis Lassalle, lui-même photographe, lui-même rosicrucien, qui d'après la légende aurait été l'un des initiateurs de Spencer Lewis, le fondateur de la Morgue, qui fréquentait les milieux rosicruciens toulousains, puis ça nous conduit à l'Académie des Jeux Floraux, là où tout un beau monde royaliste, rosicrucien ou maçonnique, ou du moins maçonnique dans les hauts grades, intéressé par le retour du roi légitime, comte de Chambord à l'époque, puis d'autres prétendants possibles comme Nandorf. Donc oui, Sonnière connaît Clovis Lassalle, c'est un fait. Est-ce que pour autant ça veut dire plus? On ne peut pas l'affirmer, mais on a une porte d'entrée, on va dire. Ensuite, toujours pour notre ami Bérenger-Sonnière, lui-même par son frère a été en contact avec le cercle catholique de Narbonne, vous connaissez tous par cœur. Et donc dans le cercle catholique de Narbonne, on retrouve la famille des chefs Thébian et d'autres personnages qui étaient liés à ce qu'on va appeler de la maçonnerie égyptienne, grosso modo, ou également des systèmes rosicruciens. Toujours des milieux royalistes qui aspirent au retour du roi légitime sur le trône. Donc on a une deuxième porte d'entrée possible. Maintenant, pour l'abbé Boudet. L'abbé Boudet écrit son bouquin. Alors déjà, par les sociétés savantes qu'il fréquente, il fréquente évidemment des gens qui sont membres des cénacles ésotériques. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que 3 historiens sont dans la même salle et que l'un des 3 est franc-maçon que les 2 autres partagent les mêmes centres d'intérêt. C'est un postulat. Donc Henri Boudet fait son livre, et son livre sera reçu différemment. J'ai souvent entendu dire, il y a 20 ans de ça, que le livre de l'abbé Boudet était tellement absurde que tout le monde l'a reçu de façon avec des rires extrêmes en se moquant avidement de son travail. Ce n'est pas tout à fait exact en réalité. En réalité, beaucoup de gens se sont moqués de son travail, mais pas tout le monde. Il y a des gens qui ont plus ou moins trouvé ça intéressant, qui ont trouvé que c'était des pistes de réflexion intéressantes. Pourquoi? Revenons quelques instants sur le livre de Boudet. Si on compare d'autres textes de la même époque, par d'autres personnes qui sont dans une mouvance religieuse ou ésotérique, et qui aspirent à démontrer leur tradition par l'histoire, je pense par exemple à Saint-Yves d'Alivedre, c'est tout aussi bancal que l'abbé Boudet, sur le plan historique. C'est plus ou moins les mêmes méthodes. C'est une époque, un type de littérature qui va exister, où on tente de s'appuyer sur les balbutiements de la matière historique pour tenter de prouver des choses de nature religieuse ou ésotérique. Vous connaissez quelques membres, semble-t-il, Joseph de Bourg, royaliste, proche des cénacles ésotériques par sa famille, l'Académie des Jeux Floraux, les Loges de la Sagesse, Toulouse, les Rosicruciens, même topo. Donc, on a un lien potentiel pour nos 2 curés avec les cénacles occultes. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, on ne peut rien affirmer de plus. Mais on retient ces éléments pour la suite. Là, ce qui est important, c'est donc la contextualisation de ces cénacles ésotériques. On ne parle plus de nos curés, on ne parle plus de l'affaire de Rennes. Qu'est-ce que les gens font dans les cénacles occultes à cette époque? Bien, grosso modo, on peut résumer l'activité des sociétés initiatiques en 5 points. Le premier, c'est de proposer un système initiatique, de proposer des rites dans le but d'accéder à un autre état de conscience,
d'accéder à une connaissance de nature ésotérique, de nature mystique, secrète, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est aussi de promouvoir un renouveau spirituel et moral. Les occultistes de l'époque, type Papus Guaita et de nombreux autres, pensent que la religion s'est fourvoyée, elle a perdu son versant ésotérique, que la science a sombré dans le scientisme et donc ne veut plus entendre parler des aspects mystiques, et ils tentent en fait de réconcilier les deux, c'est-à-dire de recréer un lien, un dialogue entre la science et la tradition. Ensuite, ces cénacles ésotériques de l'époque, toujours de belle époque, tentent de se défendre contre le matérialisme ambiant et le rationalisme. Ils tentent de dire non, nous ne sommes pas que des êtres biologiques et physiques, nous sommes aussi des esprits, des âmes incarnées et tout un tas d'autres choses. Donc ils combattent cette idée de la destruction du sacré qui a lieu à leur époque et que nous avons tout à fait vécu dans les siècles suivants. Je ne suis pas là pour apporter un point de vue ou un jugement moral sur cela, mais globalement, les adeptes de l'occultisme se battent contre notre société moderne actuelle. Ça leur déplairait. Ensuite, et ça c'est très important, le but de ces cercles ésotériques de l'époque est de retrouver la tradition perdue, la tradition originelle. René Guénon l'appelle la tradition primordiale. Mais en réalité, si vous regardez les textes de l'époque, vous regardez Blavatsky avant, avec d'autres termes, d'autres mots, elle a exactement le même postulat. C'est-à-dire l'idée que dans les temps anciens auraient existé des civilisations, des êtres plus éveillés que nous spirituellement, que ces derniers avaient une haute tradition de sagesse, que cette tradition de sagesse s'est dégradée avec le temps, qu'elle s'est disséminée, que des morceaux sont restés dans les civilisations, les traditions, les religions, et qu'il convient de les remettre ensemble pour comprendre quelle était cette tradition primordiale. Et là on revient au mythe de Babel, hein, complètement. Donc, sous-entendu, dans un aspect religieux, le mythe de Babel, la séparation de la langue adamique, et de l'autre côté, la tradition primordiale fracturée, on a un sujet assez proche. Ensuite, un dernier objectif des cénacles occultes, pas de tous, de ceux qui sont de tendance royaliste, c'est de restaurer le véritable roi sur le trône. Alors évidemment, quand on est à la fin du XIXe siècle, la notion du véritable roi est quelque chose qui est beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Puisque, possiblement, il y a un héritier, il y a encore des familles nobles installées, la monarchie n'est pas si loin, et donc installer le comte de Chambord, ça semble tout à fait légitime. Sauf que quand ce dernier va mourir, on va trouver, de façon plus ou moins en bric-brac, trouver d'autres héritiers présomptifs pour tenter de retrouver cet ordre naturel. Puisque pour ces groupes ésotériques de nature royaliste, s'il n'y a pas un roi sur le trône, c'est l'axe du monde qui est brisé. Le lien entre le spirituel et le monde matériel est rompu. Le but du roi, c'est d'être un lien de fait divin qui légitime sa position, déjà, mais qui permet de créer le contact, le lien entre le monde des hommes et le monde du divin. Donc, pour eux, l'axe du monde étant brisé, il faut le restaurer. Et là, on est sur la même pensée qu'un Joseph de Maistre au XVIIIe siècle, qui critique la Révolution française à l'époque en disant, voilà, c'est la perte du lien sacré, etc. Ça va être le chaos, le satanisme, à son point de vue, bien entendu. Du coup, maintenant, passons un petit peu plus loin, changeons d'époque. Et nous allons aller dans les années 60. La construction du mythe ésotérique. Tout d'abord, un point. Pierre Plantard a été un mystificateur. Quelqu'un qui a créé des faux documents. Quelqu'un qui est largement critiquable sur tout un tas d'aspects. Néanmoins, au-delà de cela, et on va s'émanciper de tous nos biais de fonctionnement mental, on va essayer d'analyser l'œuvre du bonhomme, simplement pour tenter de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu faire. Alors, dans la construction de ce mythe ésotérique, tout d'abord, qui est Pierre Plantard? Pareil, je vous épargne les dates. Pierre Plantard est un occultiste. C'est quelqu'un qui a passé sa vie dont le centre d'intérêt majeur, ou les centres d'intérêt majeurs, traitaient d'ésotérisme, de civilisation perdue, de légitimité royale, de chevalerie initiatique, de grandeur de son pays, etc., etc., etc. Ce n'est pas un rationnel, ce n'est pas un matérialiste, ce n'est pas un scientiste, c'est quelqu'un qui vit dans le mystique en permanence. Ça, c'est fondamental. Alors, il crée plusieurs sociétés secrètes avant le fameux prieuré de Sion, notamment l'Alpha Galate. L'Alpha Galate, c'est très intéressant.
On n'aura pas le temps de développer tous les aspects, évidemment, je suis limité par le temps. Mais dans l'Alpha Galate, retenez surtout les Galates. C'est quoi les Galates? Les Galates, c'est le nom que les Grecs donnent aux Celtes. À partir de quelle époque? Eh bien, quand, dans les années 3e siècle avant notre ère, les Celtes, sud de la France, vont partir assez violemment vers l'Europe orientale, piller Delphes, d'autres endroits, puis finalement s'installer en ce qu'on appelle la Galatie au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Donc les Galates, c'est des Celtes. Pire que ça, c'est des Volques tectosages, en grande partie. Nos fameux Volques de l'abbé Boudet. Donc, là, sans faire aucune affirmation péremptoire, on peut simplement dire que l'abbé Boudet et Plantard partagent un intérêt, semble-t-il, pour les Celtes. Et ça s'arrête là. Un peu plus loin, il crée le prieuré de Sion. Le prieuré de Sion reprend sensiblement les mêmes idées avec un autre nom. Le changement de nom s'explique aussi par la vie de Plantard et son cheminement de pensée, ses postures idéologiques notamment qui ont évolué entre l'avant-guerre et l'après-guerre. Et tout ça aboutit joyeusement au dossier secret Henri Lobineau, donc tout un tas de faux documents, qui tentent de nous expliquer qu'il y a un roi perdu, qu'il y a des secrets ésotériques, qu'il y a une confrérie qui existe dans l'ombre depuis extrêmement longtemps, qui travaille pour garder cette tradition perdue. Bon, ça, c'est la vie de Plantard. Maintenant, on va se poser quelques questions. Est-ce que Plantard a créé tout ça tout seul de son joyeux cerveau, ou alors y a-t-il des ombres derrière Plantard, des gens qui l'influencent, des gens qui lui ont possiblement donné des documents, de la matière? Alors, de la même façon, vous connaissez tous par cœur, on peut déceler 3 grandes influences chez Pierre Plantard. Dans sa jeunesse, Geneviève Zapfel, forêt de Brocéliande, le cercle d'études spirites de Paris, un attrait pour la tradition celtique, peut-on dire, sans aucun doute, mais n'oublions pas néanmoins que Geneviève Zapfel était chrétienne, dans un christianisme qu'on peut considérer comme gnostique, mais qu'elle était chrétienne. Et Pierre Plantard aussi était chrétien. Ça, c'est très important. Chrétien, pas forcément au sens catholique, hein, comprenez-le, mais chrétien. La deuxième influence qu'on peut déceler, c'est un groupe plus ou moins obscur, difficilement identifiable précisément, avec des noms qui vont ressortir, type Georges Monti, Camille Savoir, Robert Amblin, tout un tas d'autres. En gros, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on a tout un tas de personnalités connues de l'ésotérisme et de l'occultisme de ces époques, auxquelles Plantard se réfère, qu'il affirme parfois avoir connu, que ceux qui ont connu Plantard attestent qu'ils ont eu des relations, et surtout, dans la pensée de Plantard, on remarque des éléments communs avec la pensée de certains de ces occultistes. Et enfin, la troisième grande influence, la dernière, c'est celle de Atlantis et de Paul Lecourt, avec l'ère du Verseau. Tout ça est bien documenté. Mais, ce qui nous intéresse dans cette affaire, c'est de savoir si, dans le cadre de l'affaire de Rennes-le-Château, de l'or de Rennes en gros, est-ce que Plantard a simplement suivi ses influences et composé quelque chose de nouveau, ou est-ce qu'il a disposé d'un fonds de documents, d'archives, quoi que ce soit, qui lui aurait permis de créer ces faux documents en s'inspirant, si l'on veut dire, de vrais documents. Imaginons. Alors, donc, Pierre Plantard, les influences multiples. Le spiritisme, la mystique Geneviève Zapfel, la Rose-Croix, des liens, des références qu'il donne à Péladan, Monti évidemment. Mais Péladan, ça nous ramène au sud de la France, à Toulouse. Donc ces milieux rosicruciens toulousains. Là, on a une première accroche avec le Razès. Attention, hein, je rappelle toujours, on n'a aucune certitude que nos abbés aient réellement un lien avec l'ésotérisme. Juste une hypothèse. En revanche, Plantard a tout à fait pu, par ses réseaux rosicruciens, accéder à des documents de ces sociétés rosicruciennes de la belle époque. Maintenant, le Héron du Val d'Or, Atlantis, d'une certaine façon, en est un héritage. Ce Héron du Val d'Or, il existe depuis quand? Le baron de Sarachaga fonde cette société, ce groupe, ce lieu, sensiblement entre 1888-90 et pour la construction jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc on est dans les mêmes époques, sensiblement, que Saunière, que Boudet
et que la belle époque des occultistes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à Paray-le-Monial, on a certaines personnes des sociétés ésotériques toulousaines qui s'intéressent à Paray-le-Monial. Donc là aussi, on a un lien. On pourrait se dire joyeusement, Plantard a, via Atlantis, éventuellement via Paray-le-Monial, acquis des informations, des éléments qui eux-mêmes le tenaient de sociétés ésotériques toulousaines. C'est une hypothèse. Ensuite, on pourra éventuellement penser à Robert Amblin pour l'influence sur la maçonnerie égyptienne et Pierre Piob. Alors Pierre Piob, c'est un sujet qui me pose problème, non pas Piob en tant que tel, mais le lien entre Plantard et Pierre Piob. C'est quelque chose que je n'ai, à ce stade, pas pu confirmer sur le plan historique. Ça reste de l'ordre, à mon sens, de l'hypothèse. La question que vous pourrez se poser entre le rapport entre Piob et Plantard, c'est est-ce que c'est une relation a posteriori ou une relation en amont? En gros, je m'explique. Est-ce que Pierre Plantard a été inspiré par Piob avant de créer toute son affaire, ou est-ce qu'il a créé son affaire et ensuite il a découvert Piob, du moins ses travaux, et qu'il l'a disséminé par la suite? Je ne pourrais pas trancher à ce stade. Maintenant, Plantard, riche de toutes ces informations et de possiblement des éléments collectés dans des sociétés, crée le prieuré de Sion. Le prieuré de Sion se veut être une chevalerie d'institutions et de règles catholiques et d'unions indépendantes traditionnalistes. Chevalerie mystique. C'est un ordre ésotérique, tout simplement. Du moins, c'est conçu comme tel. Donc, ordre ésotérique veut dire quoi? Veut dire des rites d'initiation, maintenir une tradition ou tenter de la retrouver, promouvoir une certaine spiritualité et valeurs morales, etc., etc. Quelles sont les thématiques centrales de Pierre Plantard? Les sujets d'intérêt fondamentaux. Le Mont Saint-Michel et l'ordre des Galates, l'hypothèse d'une société ésotérique qui existait dans les temps passés, liée aux Celtes. Sauf que Pierre Plantard n'est pas adepte spécifiquement du paganisme. Il est chrétien. Donc, pourquoi nous ressortir des Galates celtiques de la forêt de Brocéliande ou du Mont Saint-Michel pour son affaire? Eh bien, tout simplement parce qu'il considère, tout comme Paul Lecourt, que la religion de la tradition primordiale, c'est le christianisme. Donc, du coup, il pense que ces anciens Galates, d'un ordre mystique, étaient en fait fondamentalement des chrétiens qui s'ignoraient. Le deuxième sujet central d'intérêt de Pierre Plantard, c'est les légendes des cités ou des civilisations disparues, type de l'Atlantide bien évidemment, mais on pourrait aussi citer Is ou même le mythe de l'Agartha. Là, on a l'idée qu'au-delà d'un héritage spirituel dans la tradition, on aurait l'idée d'un héritage temporel, c'est-à-dire de quelque chose de physique qui aurait existé dans les temps passés. Là, en ce sens, Pierre Plantard se démarque largement des occultistes de la Belle Époque. Pour citer par exemple Stanislas de Guaita, quand il parle de l'Atlantide, il dit l'Atlantide est la civilisation qui disposait d'une tradition primordiale, qui a transmis son savoir, etc. Tout ça. Mais il rajoute aussi que l'Atlantide existe réellement ou n'existe pas, cela en fait n'a aucune importance pour lui. Le mythe se suffit à lui-même pour véhiculer un enseignement. Et là c'est la différence avec Plantard qui, lui, a besoin de concrétiser ça dans le réel. C'est l'époque aussi qui veut ça. Et ça, on va en parler. Ensuite, l'autre point, c'est l'héritage de la chevalerie médiévale. Chevalerie médiévale, ordre du Temple. Pourquoi? Bon, l'histoire du prieuré de Sion est assez simple. Il la rattache aux Templiers, assez naturellement, en fait une sorte de cercle intérieur de l'ordre du Temple. Dans les sociétés secrètes, vous avez en général des étages. Le premier étage, c'est ce qu'on va appeler en maçonnerie les loges bleues. Apprenti, compagnon, maître, avec tout un tas d'éléments, de traditions, d'informations, mais plus secret, plus inaccessible, l'ordre intérieur, les hauts grades. Eh bien, en fait, Pierre Plantard fait sensiblement la même chose avec son prieuré de Sion. Il fait de l'ordre du Temple une sorte de cercle extérieur, et il fait du prieuré de Sion une sorte d'ordre intérieur pour les hauts initiés. En gros. Le dernier sujet central de Pierre Plantard, c'est l'Arcadie. Et in Arcadia ego. Alors, il n'a rien inventé, hein. Les peintres Poussin, le Guerchin en parlaient bien avant lui, dans ses tableaux, liés à l'affaire de Rennes, évidemment. Mais Pierre Plantard met un accent particulier sur l'Arcadie. La question, c'est à quelle Arcadie il fait référence en réalité? Le thème de l'Arcadie, c'est un concept qui apparaît dans la Grèce antique. L'Arcadie, c'est une sorte de terre bénie des dieux,
où les hommes vivent tout nus, joyeusement, dans une sorte d'âge d'or permanent. Puis, à la Renaissance, le mythe de l'Arcadie est repris comme une sorte de paradis perdu, un petit peu utopique. Plantard, à mon sens, voit l'Arcadie comme l'endroit, le lieu où l'homme est proche de sa propre nature divine. L'endroit où l'homme transcende sa nature matérielle pour atteindre une nature spirituelle. C'est la lecture que j'en fais. Ce qui est important de considérer, c'est que tout ceci est faux sur un plan historique. L'histoire du Prieur de Sion est fausse sur un plan pragmatique. Néanmoins, il est de bon ton aujourd'hui de jeter des cailloux à Pierre Plantard en disant « Oui, c'est un mythomane, un mystificateur, il a créé une organisation, s'appuyant sur des faux documents, il a créé toute une mythologie, etc. » Mais les francs-maçons, les rosicruciens et les martinistes ont fait la même chose. Sauf que vu qu'ils sont un peu plus anciens, ils ont plus de respect. Et Pierre Plantard a fait la même chose que les autres sociétés initiatiques, avec un succès relatif. Néanmoins, c'est pareil. Alors parlons de l'archétype des mythes ésotériques. Tout d'abord, le mythe maçonnique. La maçonnerie, sur un plan objectif, c'est mieux. On peut, si on veut, dans la belle histoire, faire remonter la maçonnerie à Adam, à Noé, à Salomon, à Hiram, ou à tout un tas d'autres personnages qui ne sont pas prouvés historiquement, toujours pareil. Mais sur les faits empiriques, on peut considérer que la franc-maçonnerie spéculative, donc avec une portée ésotérique, existe depuis le XVIIe, fin XVIIe, voire même sur sa portée ésotérique début XVIIIe. Je vous renvoie aux travaux de Roger Daché sur cela. Le mythe maçonnique des origines, c'est quoi? Certains vont me dire, c'est le mythe d'Hiram, le temple de Salomon, etc. Non, à l'origine, ce n'est pas ça. Sur les old charges, les vieux documents, c'est à la base une histoire avec 4 enfants, Tubal-Caïn, Jabal, Jubal et Néama, qui ont conscience que le déluge va intervenir, mais ils ne savent pas si c'est un déluge d'eau ou de feu. Alors ils décident de coder tout leur savoir, tous leurs éléments, toute leur science, sur 2 colonnes. L'une qui pourra possiblement résister à l'eau, et l'autre qui pourrait possiblement résister au feu. Le déluge a lieu joyeusement, tout le monde est mort, sauf Noé et sa famille. Ces colonnes survivent et seront retrouvées dans la tradition maçonnique des premiers temps par l'une par Hermès Trismégiste et l'autre par Pythagore. Mais qu'est-ce que veut nous dire le mythe maçonnique des origines? Il ne veut pas nous dire que de Tubal-Caïn ou les autres existent, ni que Hermès Trismégiste existe, ni que Pythagore existe. Enfin, lui, c'est un petit peu plus sûr déjà, quoique, ça se discute. Ce qu'ils veulent surtout nous dire, c'est que les francs-maçons veulent se rattacher à la tradition hermétiste et qu'ils veulent se rattacher à la tradition pythagoricienne, en gros les cultes à mystère grecs. C'est ça qu'ils veulent nous dire. Après, avouons-le, l'idée des 2 colonnes de Tubal-Caïn et ses copains, c'est limite borderline au niveau de l'époque. D'où, forcément, ils vont changer un petit peu tout ça. On va virer Tubal-Caïn et ses copains, qui sont restés quand même dans des mots de passe maçonniques, mais on va changer tout ça pour mettre à la place Noé. Parce que Noé, c'est quand même mieux. C'est celui, le gentil, qui survit au déluge. Donc on met Noé, on en fait tout un mythe initiatique. Mais ça ne suffit pas. À peu près 20 ans plus tard, on change Noé et on va mettre Hiram, personnage qui fait une demi-ligne dans la Bible, et on en fait tout d'un coup l'architecte du temple de Salomon, et on crée une joyeuse histoire fantasmée pour nous expliquer. En fait, on va y aller plus directement. En fait, Hiram, c'est Jésus. Un type qui meurt et qui ressuscite. Symboliquement, historiquement, c'est Jésus. Seulement, ce n'était pas possible de mettre Jésus. Alors on a conceptualisé, créé l'architecte d'un autre personnage, Hiram, c'est beaucoup plus vendable pour expliquer le topo. C'est quoi le mythe maçonnique? C'est l'idée d'une mort et d'une résurrection symbolique, mourir à son état d'homme matériel, idiot et bercé de l'illusion dans lequel on est, pour s'éveiller à un autre état d'existence, se reconnecter au divin. Mais tout ce qui parle des origines, c'est une fable, un mythe. Et la plupart des francs-maçons sont d'accord que c'est un mythe. Ayez le même respect avec Pierre Plantard. Le mythe rosicrucien, c'est à peu près la même chose. Le mythe rosicrucien s'appuie sur des traditions diverses et variées, on les fait remonter à l'Égypte, au Qatar, aux Templiers, suivant les préférences. Et puis on s'articule autour d'un grand personnage qui s'appelle Christian Rosenkreuz, Christian Rose-Croix, autre avatar de Jésus-Christ en passant, qui est mort, qu'on a mis dans un tombeau. Dans ce tombeau,
toutes ses connaissances, toutes ses sciences, toute la tradition y est déposée, et son tombeau sera joyeusement ouvert après un certain temps, afin de réveiller la tradition. Réveiller la tradition, ça c'est un élément intéressant, juste pour faire un petit parallèle. L'abbé Boudet nous parle de réveil de la tradition, de réveil de la langue adamique. Langue adamique, langue des origines, tradition primordiale. La plupart des Rose-Croix sont à peu près d'accord aussi du fait que Christian Rosenkreuz n'a probablement aucune existence factuelle. C'est une allégorie, une jolie histoire pour véhiculer un enseignement. Le mythe néo-templier, c'est à peu près pareil. Alors il y en a plein, les néo-templiers ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc les mythes sont différents. On fait par une suite de successions de Jacques de Molay, on invente plus ou moins des personnages. Parfois, on utilise des personnages réels pour nous expliquer, en gros, comment, d'un bout de baguette magique, la tradition va passer des Templiers jusqu'à notre époque. Parfois, c'est encore plus simple. En 1952, à Argigny, un groupe d'occultistes fait une invocation dans un château médiéval, entre en contact avec les grégores du temple, les esprits des maîtres ascensionnés disparus, et réveille la tradition. À la limite, c'est plus honnête. Sur le plan, c'est plus simple. Ça n'encombre pas d'une belle histoire complexe. Le mythe néo-cathare, c'est pareil. Le mythe néo-cathare, par diverses gouttes de baguette magique, on va réveiller la tradition cathare dans des grottes du Sabartès ou autres. Le mythe du prieuré de Sion reprend la même architecture que les autres traditions initiatiques. Maintenant, c'est quoi le but de ces sociétés? On l'a déjà dit tout à l'heure, mais on va s'articuler un petit peu plus sur son aspect purement ésotérique, c'est-à-dire initiatique. Ça, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est le sujet de mon bouquin, Arcana Mundi, les rites d'initiation. Dans une tradition initiatique, il faut plusieurs éléments. Tout d'abord, il faut un novice, une personne, un récipiendaire qui a envie de se faire initier. C'est mieux. La deuxième chose, c'est qu'il faut une tradition. Une tradition, c'est-à-dire un héritage ésotérique contenant un corpus d'enseignement, des exercices et des concepts religieux, historiques ou mystiques. Un ensemble d'éléments que le novice considère comme valables. Il est inutile d'aller se faire initier à un truc auquel vous n'attachez aucune importance. Un musulman ne va pas aller se faire initier à un rite bouddhiste, ce serait incohérent. Un bouddhiste ne va pas aller se faire initier dans le soufisme, c'est incohérent, ça serait du tourisme ésotérique. Ensuite, au-delà du novice et de la tradition, il faut les initiateurs, les détenteurs de cette tradition qui sont à même de transmettre ces arcanes. Et ensuite, il faut un rite, un processus avec des épreuves, des enseignements, et produisant au possible une expérience mystique. Je fais un petit saut dans le temps pour parler de Papus. Papus nous dit qu'en gros, il y a deux chemins possibles. La voie cardiaque, ou la voie solaire, et la voie lunaire, ou la voie de l'occultisme. Il y a des gens qui ont la chance d'être touchés par quelque chose de mystique, d'inexplicable, d'incommunicable, d'ineffable, et c'est leur chemin. C'est facile, c'est tout droit. Puis d'autres personnes, comme la plupart des gens, qui n'ont pas cette révélation, et qui, par des rites, par des travaux, vont tenter de provoquer artificiellement cette expérience mystique, si l'on peut dire. Donc, dans les traditions initiatiques, c'est ce qu'on fait. Les rites servent à ça. Ensuite, il faut un temple, du moins un lieu, qui est préposé aux initiations et qui dispose de tout un tas de symboles, de vecteurs, qui vont permettre de diffuser l'enseignement. Un symbole, c'est un outil qui va permettre immédiatement de toucher des parties particulières de votre cerveau pour vous ouvrir tout un pan de réflexion. Je vais prendre un exemple. Si je vous montre un symbole, je vous le dessine dans l'air, je vous montre ça. Vous avez tous reconnu une svastika. Quel que soit votre degré de connaissance de ce symbole, vous avez tous un instant pensé aux nazis. Pourtant, j'étais en train de dessiner un symbole bouddhiste. L'idée, c'est ça. C'est qu'un symbole, ça va ouvrir tout un pan de réflexion, tout un pan d'imaginaire, tout un tas de stimuli immédiats. Beaucoup mieux qu'un long discours, un symbole active immédiatement des fonctionnements mentaux et psychiques. Et c'est tout l'intérêt du symbolisme. Donc, il faut un temple rempli de symboles. Et ensuite, il faut un modèle, un exemple pour l'initiation. Réel ou mythologique, ça n'a aucune importance. L'idée, c'est que ce personnage a fait le parcours, il a vécu le rituel, et il représente le modèle à suivre. C'est Hiram pour les francs-maçons, c'est Christian Rosenkreuz pour les rosicruciens, c'est Dionysos
dans les cultes mystères antiques, souvent Orphée, parfois Fukai, pour le bouddhisme japonais. Maintenant, si on reprend la construction du mythe de Plantard et qu'on impose ce modèle initiatique au livre L'Or de Rennes. C'est un livre, vous allez me dire, pas de rituel dans un livre, pas de temple dans un livre. Ça se discute. Le novice, le cherchant, c'est vous, moi, les chercheurs. Vous avez la volonté d'acquérir la connaissance, la volonté de trouver le mystère de Rennes-le-Château. Donc vous êtes des gens en attente de ce processus. La tradition, pour Pierre Plantard, c'est évidemment ce prieuré d'Ossian. Cette société qui détient la tradition et qui diffuse son enseignement. L'initiateur, dans l'Or de Rennes, c'est l'abbé Boudet, par la Valence celtique, celui qui offre les clés, celui qui connaît le secret, qui aurait piloté Saunière même peut-être. Ensuite, il faut le rite. Eh bien, le rite, c'est les éléments de l'Église, les éléments codés, les épreuves, les voyages à Paris, la recherche du trésor, la découverte de la cache dans un monde souterrain. Tout le roman, toutes les épreuves, ça traduit tous les éléments de cette tradition, puisque c'est bien Père Plantard dans l'Or de Rennes qui nous dit que l'Église est codée. Et tout un tas d'autres choses codées. Ce n'est objectivement pas certain, avant que Plantard arrive, que cette lecture soit là. La plupart des chercheurs d'avant Plantard ne recherchaient pas forcément des codes dans l'Église, ni ailleurs d'ailleurs. Ils cherchaient de l'or. Avec Plantard, on change de monde. On passe d'une affaire de trésor à une affaire ésotérique. Ensuite, il faut un temple. Mais le temple, Plantard nous le donne, en citant l'abbé Boudet. C'est le cromlech. Donc le temple, imaginaire ou réel, c'est un lieu qui se trouve sur le terrain et où vont avoir lieu les épreuves. Et puis enfin, il y a le modèle de l'initié. Le modèle de l'initié dans le livre, c'est Béranger Saunière. C'est celui qui a été cherchant, c'est celui qui a fait les épreuves, c'est celui qui a trouvé la cache souterraine et qui a trouvé le trésor. Mais c'est quoi un trésor pour un adepte de l'ésotérisme? C'est pas de l'or. C'est un trésor de nature psychique, métaphysique, spirituelle. Évidemment, quand on parle sur le plan matériel, on va l'illustrer par la symbolique. Et par la symbolique, ça devient de l'or sonnant des trébuchantes. Pourquoi de l'or des Templiers ou des Visigoths ou autres? Chez Plantard, c'est plutôt un or templier, pourrait-on dire. Parce qu'on se réfère à une vision particulière de ce trésor métaphysique, et donc on l'illustre dans la réalité par quelque chose de palpable et de tangible. Maintenant, revenons à la question, comment Plantard a-t-il connu l'histoire de Rennes-le-Château? A-t-il eu accès à un fonds d'archives? A-t-il fréquenté des cénacles occultes qui connaissaient l'affaire de Rennes? A-t-il agi par opportunisme, greffant son mythe ésotérique sur une chasse au trésor préexistant? Je n'ai aucune réponse à cette question. Et je ne crois pas, sans l'affirmer, je crois que personne n'a de réponse absolue à cette question. Quand une recherche de nature ésotérique, il faut accepter l'incertitude. Il faut accepter de ne pas savoir. Peut-être un jour, on aura des documents pour trancher, mais à ce stade, à mon sens, cela reste 3 hypothèses viables. Passons dans la 3e partie. Connectons toutes ces affaires. Intéressons-nous au secret du Razès. Connectons la belle époque des occultistes à l'époque de Plantard. Tout d'abord, faisons une analyse comparative des 2 époques. Qu'est-ce que veulent les occultistes de la belle époque? Ils recherchent la tradition primordiale, sorte de christianisme gnostique des premiers temps, d'avant le christianisme. Ils veulent le retour du roi perdu, du moins dans les cénacles plus ou moins monarchistes. Ils veulent en gros rétablir l'ordre cosmique, que tout aille bien. Et puis, dans les traditions plutôt rosicruciennes, on a tendance à avoir un cycle de 108 ans. En gros, il y aurait un réveil de la tradition pendant 108 ans, puis une mise en sommeil de la tradition pendant 108 ans, puis un réveil de la tradition pendant 108 ans. Très objectivement, j'ai eu beau recouper toutes les dates possibles de moment de réveil de la Rose-Croix, des créations des sociétés, à peu près personne n'a les mêmes cycles de 108 ans, visiblement. Alors certains ont fait des pirouettes en disant oui, mais ça dépend par pays, etc. Moi, je trouve ça un peu bancal, mais c'est un point de vue personnel. Par exemple, le grand réveil rosicrucien qui a lieu à la période
des occultistes, c'est l'année 1888. C'est la création de la Golden Dawn, l'ordre hermétique de l'Aube dorée en Angleterre. C'est la création de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix de Guaita en France. C'est la création de la Rose-Croix en Allemagne par Hartmann, etc., etc. Ça fait pas mal de choses. Ce qui est très intéressant avec ces trois groupes, c'est que dans aucun des trois, on ne sait à peu près d'où ils ont tiré leur tradition. Tous ont créé une jolie histoire romanesque, type Prioré de Sion, pour nous l'expliquer. Par exemple, dans la Golden Dawn, on nous cite un personnage de Anna Sprengel, grande initiée en Allemagne, qui lui aurait transmis des informations. Sauf qu'on ne sait pas du tout si ce personnage existe vraiment. Pour Guaita, on n'en sait absolument rien. Certains ont proposé que c'était Adrien Péladan qui l'aurait initié, sans pouvoir faire d'affirmation aucune. Et ça serait intéressant, ça nous ramènerait à Toulouse. Bon, la porte est ouverte, mais sans certitude. Alors, un dernier élément que les adeptes des cénacles ésotériques cherchent, c'est le tombeau perdu, la tombe perdue, ou en fait la tradition. Les francs-maçons appellent ça la parole perdue. Les Rosicruciens parlent du tombeau de Christian Rosenkreuz ou d'autres personnages, mais dans les deux cas, il ne s'agit pas forcément d'un lieu physique, il s'agit de quelque chose de symbolique. Chez les francs-maçons, le tombeau, c'est l'initié lui-même qui va vivre la mort symbolique et le réveil symbolique. Il ne s'agit pas d'une tombe extérieure, il ne s'agit pas d'un lieu extérieur. Pour les Rosicruciens, c'est à peu près différent, mais l'idée est néanmoins la même. Il s'agit d'une mort symbolique, il faut retrouver le tombeau. Mourir pour renaître, toujours pareil. Maintenant, si on prend la période Plantard, lui aussi, dans sa proposition, recherche la tradition primordiale chrétienne. L'ordre de l'Alpha Galate, les anciens chevaliers druidiques des temps anciens qui en fait étaient des chrétiens. La tradition perdue. Lui aussi veut le grand monarque. Il lie tout ça à un secret historique de nature généalogique pour tenter de remettre l'axe du monde, l'élément qui connecte le monde temporel au monde spirituel. Lui aussi utilise plus ou moins le cycle de 108 ans. Ben oui, le prieuré de Sion est créé officiellement en 1956. Et qu'est-ce qu'il y a 108 ans avant? C'est la fin du règne de Louis-Philippe. C'est la fin du dernier roi de France, en réalité. Peut-être une curiosité. Et il recherche l'Arcadie, la résurrection, le tombeau. Mais rappelez-vous, Pierre Plantard, lui, il a besoin de matérialiser dans le réel. Il ne peut pas se contenter simplement d'un aspect symbolique. Tout comme l'Atlantide doit exister physiquement, ou l'Agartha, ou ces anciens sanctuaires des temps passés, et bien de la même façon, quand il recherche son Arcadie, il ne la recherche pas que via le rituel et l'expérience mystique, il la cherche dans le réel. Donc, un lieu physique. Ce lieu physique est tombé sur Rennes-le-Château. Maintenant, pourquoi Rennes-le-Château? Ce n'est pas les documents, possiblement trouvés par Saunière, possiblement récupérés par Plantard, qui conduisent à Rennes-le-Château. Objectivement, si vous prenez des documents, des textes anciens, je prends en exemple le Corpus Hermeticum dans l'hermétisme, je n'ai pas besoin d'aller au Caire ou à Alexandrie pour étudier le Corpus Hermeticum, je peux le faire de mon bureau chez moi. Donc un document s'étudie partout. Si on a besoin d'aller sur le terrain, c'est qu'on cherche quelque chose de physique, on est bien d'accord. Donc, on a l'idée d'un tombeau, d'une crypte, d'un temple, ou de quelque chose physiquement sur le terrain. C'est ça qui conduit Plantard sur le terrain, ici. Néanmoins, il y a trois hypothèses. L'hypothèse numéro 1, c'est l'opportunité de l'énigme saunière. Ah oui, vous avez tout d'un coup Pierre Plantard, qui construit son mythe symbolique, et qui du coup veut le concrétiser dans le réel, et qui tout d'un coup apprend l'histoire d'une chasse au trésor qui a lieu dans le sud de la France, lieu un peu mystique, ancienne terre des Cathares, etc., et qui tout d'un coup disent « c'est le bon filon ici, beaucoup mieux que Gisors, plus efficace encore ». L'hypothèse 1, c'est tout simplement l'opportunisme d'une situation historique. Il y a l'hypothèse 2. L'hypothèse 2, c'est la possession de documents sur RLC et sur RN-les-Bains par Pierre Plantard. Ce qui conduit à un lieu précis, précisons-le. Ça veut dire que Plantard aurait eu des documents qui lui disent c'est ici, à cet endroit. Il y a des éléments qui tendent à aller vers ça. Le premier, c'est le fait que Plantard va quand même avoir une masse de connaissances et d'informations sur l'affaire de Rennes dès le départ, notamment sur la vraie langue celtique.
notamment sur tout un tas de personnages. Il faut des années pour acquérir toutes ces informations. Or, soit Pierre Plantard a travaillé extrêmement vite entre, on va dire, les années 60 et 65, au moment où il dépose des documents, ou alors soit il était dessus depuis bien longtemps, avant, via des documents, via des cénacles ésotériques avec lesquels il était en contact, et qui, possiblement, eux, auraient eu déjà connaissance de notre affaire de la Belle Époque dans le Razès. L'hypothèse 2 a donc ma préférence sur la 1. Mes préférences n'est pas un fait, vous l'aurez compris. Néanmoins, il y a une hypothèse 3. C'est l'existence d'un tombeau mythique dans le sud-ouest pyrénéen, donc un lieu imprécis. Sous-entendu, des traditions dans des cénacles occultes nous diraient, et en effet, il y a pas mal de légendes dans le sud-ouest pyrénéen qui nous diraient, ici on avait un temple Isiaque, les anciens sanctuaires de Pyrène, la ville disparue de Pyrène, ou pourquoi pas tout un tas d'autres choses. Les mythes rosicruciens toulousains en parlaient déjà, dans l'absolu. Mais on ne parlait pas spécifiquement de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, tout ça. On parlait simplement du secteur, au sens extrêmement large. Il est possible que Plantard ne savait pas où c'était. Et en faisant sa jolie histoire, il a lancé des centaines et des centaines d'individus à la recherche du lieu. C'est l'hypothèse 3. Je ne peux pas trancher entre ces trois hypothèses. À titre personnel, ma préférence, c'est la 2. Mais sans aucune affirmation. La question maintenant qui doit nous intéresser, c'est le tombeau, la tombe, le temple, ou quoi que ce soit d'autre, existe-t-il au sens physique? De la même façon, il y a trois hypothèses. La première, c'est que le tombeau et le temple soient tout à fait réels et pragmatiques. Dans ce cas, ça voudrait dire que Plantard le connaissait ou le supposait. Ça voudrait dire possiblement que, pourquoi pas, l'abbé Goudet nous aurait codé un cheminement pour y aller, etc., etc. L'hypothèse 2, c'est que le tombeau ou le temple est en réalité uniquement symbolique. C'est en fait ce que nous dit Goudet, d'une certaine façon. Il parle d'un lieu imaginaire tout autour de nous. La question, c'est, Plantard le voyait-il comme un lieu symbolique, comme un lieu physique, ou un peu les deux? Et l'hypothèse numéro 3, qui a ma préférence, c'est que Plantard ne le savait pas lui-même. Il hypothétiser l'existence d'un temple physique sans en avoir la certitude absolue. Évidemment, impossible de trancher. Alors, maintenant, on revient à l'abbé Goudet. Le temple de la résurrection. Je vous cite une petite phrase dans l'introduction de Goudet. C'est ainsi que le cromlech de Rennes-les-Bains se trouve intimement lié à la résurrection ou, si l'on veut, au réveil inattendu de la langue celtique. Alors on peut l'interpréter de plusieurs façons. Certains parlent de la résurrection, pensent à Jésus, au tombeau de Jésus, etc. Tout ça. On peut le lire comme ça. Moi je le lis de façon beaucoup plus simple. Il parle du réveil de la langue celtique, donc d'une porte vers la langue adamique, donc de la tradition primordiale. Une portée gnostique. L'interprétation que j'en fais, c'est que la résurrection donc de la langue adamique et donc de la tradition primordiale, la fameuse parole perdue des adeptes de l'ésotérisme, peut se retrouver ici. La question, c'est le temple de Goudet est-il symbolique? Le lieu imaginaire de Goudet, il y place tout un tas d'éléments, de noms, de lieux, de sources, d'éléments que l'on peut interpréter sur un plan ésotérique sur un certain point. Mais dans les rites initiatiques, le temple, il est customisable. Il peut se mettre ici, dans n'importe quelle pièce, dans votre appartement. Donc le lieu est symbolique. Est-ce que Goudet n'a pas tout à fait conscience que ce lieu est symbolique, mais il le place ici parce qu'il aime sa région, il est dans cet endroit, et imaginer les anciens Celtes qui vivaient dans ces lieux. Alors maintenant, on arrive à ce que je trouve le plus curieux dans toute cette affaire de Rennes. L'affaire des deux Rennes, Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château. Sur le plan symbolique, en reprenant l'affaire de Goudet, on a un cromlech. Temple imaginaire, symbole cosmogonique du monde. Dans les rites initiatiques anciens, on disposait un pilier central, un axe du monde. On dansait autour, comme le cycle des étoiles, la course du soleil et de la lune. Rennes-les-Bains, la ville du bas, la ville de l'eau, liée au monde souterrain, avec ses cavités et ses sources. Dans les rites initiatiques,
il y a deux aspects fondamentaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le rite de catabase, la mort symbolique. Et le deuxième point, c'est l'anabase, l'éveil spirituel ou l'ascension céleste. Rennes-les-Bains, on peut le voir comme l'endroit du lieu de la catabase. La mort symbolique, l'endroit où on doit mourir, aller dans les profondeurs de la terre, vitriol, visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Revenir riche de cette connaissance, et de là seulement, peut-être qu'on pourra monter à Rennes-le-Château, la ville du ciel, la porte des dieux, et réatteindre cet état de l'homme-dieu. Je pense que l'abbé Boudet voyait dans son cromlech imaginaire un lieu qui a servi pour l'initiation des anciens. Dans cet hypothétique temps mythique, temps primordial, qu'il hypothétisait chez les Celtes, de façon fantasmée, certainement, mais qui nous amène à poser la dernière question, savoir si, oui ou non, avaient lieu, ici, dans le Razès, des cérémonies initiatiques du temps de l'Antiquité. Y avait-il un temple Isiaque, un temple à Pyrène, ou autre, quels que soient les noms? La grande déesse. Alors, ne cédons pas aux raccourcis du monde moderne et les simplifications du féminin sacré, mais revenons à ce qu'il était à l'époque. Le féminin sacré, la belle endormie de Plantard, c'est la tradition. La Pistis Sophia, la mère de la gnose, la mère de la connaissance. C'est en gros le retour à cette tradition originelle qui passe par cette figure féminine gardienne de la tradition. À ce stade, on ne peut pas prouver qu'il y ait eu un culte isiaque ou un culte à mystère dans le secteur. Néanmoins, et là je quitte la rationalité de l'histoire, pour conclure, je quitte le pragmatisme des faits pour parler des énergies du lieu. Le lieu est propice à la réflexion mystique. Il est propice à la métaphysique. Il est propice aux expériences de nature paranormale, peut-on dire. Peut-être que cette curiosité que je vis et que vous vivez, eh bien peut-être que nos abbés les ont vécues, et que d'autres avant eux les ont peut-être vécues aussi. Et je terminerai avec cela.